Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Alors dans ce TEDUC organisé en partenariat avec le CRAP Cahier Pédagogique et l'Association des professeurs d'histoire-géographie, la PHG, il sera bien sûr question de frontières, objet de l'exposition qui se tient en ce moment à la Cité des Sciences et jusqu'à janvier 2028, mais aussi plus généralement de géographie. Comment enseigner la géographie, la rendre plus ancrée, plus concrète, plus concernante pour les élèves? Quels en sont les métiers, souvent méconnus? Et pour débuter nos réflexions, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Fouché. Bonjour. Bonjour. Alors Michel Fouché, vous êtes géographe spécialiste des questions de frontières, vous faites partie du comité scientifique et culturel de l'exposition de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Comme vous l'écrivez dans votre livre récemment réédité, Arpenter le monde, mémoire d'un géographe politique, vous avez été professeur, chercheur, cartographe, consultant et diplomate, analyste et conseiller, conférencier et témoin engagé. On pourrait ajouter aussi inlassable voyageur. Vous avez, je vous cite, arpenté le monde sans relâche pour le penser. Alors avant d'évoquer les frontières, il faut d'abord parler de la géographie que vous explorez activement depuis plusieurs décennies. C'est quoi, Michel Fouché, la géographie, et c'est quoi être géographe? Géographie, la description du monde, dessiner, décrire. C'est, pour moi, ce qui est géographique, c'est ce qui est cartographiable. À partir de là, description du monde connu. Beaucoup de cartes entourées par les barbares, les diables étrangers, les animaux sauvages, etc., ça, jusqu'à récemment. Deuxième point important, pas suffisamment pris en compte, mais très très utile pour comprendre le chaos contemporain, cette description, elle est à la fois subjective et objective. Et quand objective, on cartographie ce qu'on connaît. Au congrès de Berlin en 1895, c'était des frontières de papier. On s'est partagé des espaces qu'on ne connaissait pas. Ben, on sait quand même partager des espaces. C'est un effet de réalité à partir d'une ignorance absolue. Donc, dans l'analyse géographique, il faut être conscient qu'il y a une grande part d'ignorance. Et d'autre part, d'où l'importance du terrain, on en reparlera tout à l'heure sur le métier de la géographie, le métier de géographe. Mais il y a quelque chose de subjectif qui est ce que j'appelle les cartes mentales. On peut donner 2 ou 3 exemples sans entrer dans le débat géopolitique, mais juillet 2021, le gouvernement russe publie un document signé du président. Les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple. Bon, il annonce la couleur. Si on veut bien admettre que les cartes mentales, les représentations, dirait-on en philosophie, ont un sens et sont même quelquefois un des moteurs de l'action. Quand on dit à Pékin qu'il faut réunifier la grande famille chinoise, donc mettre la main sur Taïwan, c'est la même chose, vous voyez, etc., etc. Donc c'est très important d'articuler ce qui est à la fois objectif, qu'on connaît, et ce qui est de l'ordre des représentations. Et vous donnez d'ailleurs un autre exemple qui est assez éclairant, que je conseille aux auditeurs. Vous avez récemment écrit un article dans la revue Le Grand Continent, intitulé « Pourquoi le Groenland enquête sur le dieu Mercator ?» Et vous y faites une analyse de Trump et de son appétit pour le Groenland, qui est basée justement sur une carte mentale qu'il a en tête, qui est la projection Mercator. Oui, parce que jusqu'au milieu de son premier mandat, le département d'État, j'ai évidemment vérifié ça, le département d'État a une division, un bureau du géographe. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, qui a été créé d'ailleurs par un géographe, Isaiah Baumann, qui était le conseiller de Wilson sur les nouvelles frontières en Europe. Ils avaient aussi la projection Mercator, comme le Quai d'Orsay aujourd'hui. Si vous cherchez une carte sur le site du Quai d'Orsay de nos ambassades et de nos consulats, c'est toujours la projection Mercator. C'est une projection qui a eu son utilité pour les navigateurs européens parce que c'est assez précis pour la zone intertropicale. On allait chercher des épices aux Moluques, on les ramenait à Lisbonne ou à Séville, et ça suffisait. Alors que c'est une projection où les méridiens sont parallèles. Donc le Groenland est
aussi grand que le continent africain, alors que c'est 14 fois plus petit. Mais quand vous raisonnez en promoteur immobilier, vous dites, oh là là, il le dit d'ailleurs dans un entretien dont je rends compte, Trump dit, j'aime les cartes. Et il dit, le Groenland, c'est gros. C'est un gros morceau, hein, c'est plus grand que Mar-el-Lago, je vais l'annexer. Et après, on construit les raisonnements, si vous voulez. Alors, il ne faut pas ne parler que de lui, il nous occupe déjà suffisamment, mais enfin, c'est extraordinaire quand même de voir l'effet. C'est un raisonnement simpliste. Mais pourquoi? Évidemment, c'est valorisant pour l'hémisphère nord, la projection Mercator. C'est celle de Google Maps. Donc c'est une déformation. Moi, j'ai demandé au Quai d'Orsay, au cabinet du ministre, de donner instruction à leur division cartographique de modifier nos cartes officielles. Il y a une projection de Robinson qui restitue, si vous voulez, dans une certaine façon, l'aspect sphérique de la Terre. Voyez. Donc, et c'est pas aisé, c'est pas facile. Quand j'en ai parlé, comme ils ont tous fait Sciences Po ou l'ENA, et qu'il n'y a pas de géographie à l'ENA, il n'y a pas de géographie au Sciences Po, évidemment pas au Collège de France depuis 50 ans, ni à Sciences Po, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on nous parle de ça. Ils ne comprennent pas. Parce que les cartes mentales, en fait, ce qu'on apprend à l'école, ça devient des croyances, au sens religieux du terme. Et une croyance, ça ne peut pas être mis en cause, c'est hérétique. Vous voyez, c'est très profond tout ça. Hein. N'oubliez pas quand même qu'en France, l'enseignement de la géographie à l'école, c'est d'ailleurs son problème d'être trop scolaire, enfin dans la perception des gens, c'est importé d'Allemagne, parce que c'était l'outil de l'unification allemande au milieu du 19e, sous l'égide de la Prusse, hein, Humboldt et tous ses successeurs. Donc c'était un outil de construction nationale, comme le récit historique. Vous voyez ? Donc la fonction pratique ou politique, elle est là depuis le début. Elle est là depuis le début. Et de fait, les cartes façonnent la réalité. Aussi. À la fois, elle représente une portion de réalité à une certaine échelle, et donc tout le travail, c'est d'articuler les échelles pour comprendre les problèmes qui se posent. Hein. Donc ça, je dis toujours, les échelles, c'est la boîte à outils du géographe. Hein. Mais en même temps, ça peut être mis au service de projets politiques ou agressifs ou pacifiques d'ailleurs. Hein. Souvent, on se réunit autour d'une carte pour calmer le jeu. Hein. Alors, vous parliez justement des liens entre la géographie et la politique, vous-même, et vous le racontez dans Arpenter le monde, mémoire d'un géographe politique, que vous avez été embauché au Quai d'Orsay parce que vous étiez géographe, et c'était entre 1997 et 2002. J'avais travaillé, parce que je peux parler du passé, parce que je suis quand même un vieux monsieur avec mes cheveux blancs, mais j'ai d'abord travaillé avec l'équipe de François Mitterrand avant les grands changements de 89-91. Parce que j'avais fait ma thèse en 86 sur les questions de frontières, et que dans le livre chez Fayard, France des frontières, un tour du monde géopolitique, l'éditeur Éric Vigne, avec beaucoup de lucidité, m'a dit « Tu sors du tiers-monde et tu parles, tu continues ta thèse en quelque sorte pour publication en traitant ce que tu n'as pas traité, c'est-à-dire Amérique du Nord, Union soviétique, Europe. » Et là, j'ai découvert, en publiant France des frontières, l'ampleur des problèmes à venir en termes de frontières, et surtout, notre obsession à l'époque, c'était des conflits autour des questions de minorité nationale, qui d'ailleurs ont éclaté en Yougoslavie. Donc j'avais beaucoup travaillé avec l'équipe diplomatique du président de la République, qui était très conscient de ces questions-là, parce qu'il avait une connaissance de l'histoire européenne assez forte. Et je rapporte, donc c'était pas... Et lorsque je vois, donc ça c'est 97, hein, la cohabitation, Jospin, Chirac, Hubert Védrine est nommé ministre, je vais le voir, on discute, il me dit fais-moi une proposition, et mon papier c'est qu'est-ce qu'un géographe peut apporter à un ministre partisan d'une diplomatie du mouvement. J'ai les textes, hein, tout ça, ça peut être publié. Et puis on discute, je vais avec lui en Yougoslavie, on va à Zagreb, on va à Belgrade, hein, etc. Et puis ensuite, on se voit, et il me dit, je cite, c'est la pure vérité, je n'invente pas pour vous faire plaisir. Il me dit, je vais gérer des crises, hein, on était en des affaires yougoslaves, Proche-Orient, n'en parlons pas, tu as des cartes dans la tête, rejoins mon cabinet. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je revendique vraiment cette méthode, si vous voulez, très spécifique de l'analyse géographique. La carte, les échelles, évidemment la longue durée.
Et c'est pour ça que j'ai un peu des difficultés avec le mot géopolitique, parce que c'est devenu très à la mode, tout le monde veut en faire, tout le monde veut en vendre, surtout, y compris dans les écoles de commerce, sauf qu'on oublie le géo en route. On oublie le géo en route. Ceux qui parlent de géopolitique, qui ne sont pas géographes, oublient le géo en route parce qu'ils ne savent pas faire. C'est un métier. Mais qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire au fond? Parce qu'on a Ils effleuré la question du terrain. Ils ne savent pas analyser notamment. les questions spatiales, les territoriales. Ils savent analyser les relations internationales, mais pas quand c'est ancré. Détroit d'Ormuz, qu'on appelle à Washington le golfe d'Ormuz. Ouais. Vous voyez, c'est ça la question. Et les grandes puissances, souvent, ont des dirigeants extrêmement ignorants de ces problématiques territoriales. Il n'y a pas de déterminisme, mais si vous voulez, il y a une approche particulière à l'analyse géographique. Le jeu des échelles, ce que l'on sait, prendre en compte ce qu'on ne sait pas, savoir ce qu'on ne sait pas, et faire, non pas des prévisions, mais quand vous conseillez un décideur, qu'est-ce qu'on fait si cette décision qui n'est pas du tout rationnelle se produit? Et là, souvent, il y a une dimension territoriale. L'Ukraine, il y a une conquête de territoire. On voit des choses avec la carte. Ah ben, on anticipe, oui, bien sûr. On savait très bien que la première ville qui prendrait sur la figure en dehors de Kiev, c'est Mariupol. C'est pas seulement la carte, c'est ce qu'il y a dans la tête du Kremlin, enfin, des dirigeants du Kremlin à cette époque-là. Il faut connaître le passé quand même. Il y a Mariupol et Odessa qui sont des obsessions poutiniennes. Donc ça, c'est pas seulement l'analyse géographique. Donc il y a un lien avec la stratégie, évidemment. La stratégie, c'est le mouvement. Et l'intérêt de l'analyse cartographique, c'est qu'en fait, il faut voir les cartes en fonction d'un mouvement, du point A au point B. C'est ça la stratégie. Oui, et puis quand même le terrain. Donc, oui, ben, le terrain, mais le terrain n'a pas le même sens. Le Rhin n'a pas la même valeur stratégique si c'est un fleuve qui vous défend ou si vous voulez le franchir. Si vous voulez le franchir, c'est un obstacle. Si vous voulez être à l'abri, c'est un atout. C'est ce qu'on appelle l'allié terrain. Donc le territoire, si vous voulez, ne doit pas être vu du ciel. Ça, c'est le grand fantasme des rois qui aimaient les cartes, et il y avait les géographes du roi. En fait, il y a quelque chose autour d'une vision divine quand vous regardez une carte d'en haut. Vous êtes à la place du dieu ou du Yuri Gagarin, je ne sais pas, qui n'a pas rencontré Dieu, comme Khrouchtchev nous l'a dit. On a vu le planétarium tout à l'heure. Mais la carte, il faut la regarder d'en haut, mais en fait, il faut la regarder au ras du sol. C'est-à-dire, c'est le mouvement. Ça vous aide à anticiper le mouvement du point A au point B. Voyez. Donc, sortons de la vision divine. Et vous avez aussi écrit « J'ai toujours été convaincu que le terrain et donc les voyages offraient des grilles de lecture bien supérieures au seul découpage des articles de presse qui sont le pain quotidien de la géopolitique en chambre sédentaire. » Oui, alors quand même, il y a vous avez cité le Grand Continent. Le Grand Continent prépare avec le ministère des Affaires étrangères au mois de juin une réunion sur le thème suivant, y a-t-il une géopolitique à la française? Et moi, on m'a demandé de parler de l'aspect pratique, géopolitique appliqué, parce que c'est ce qui m'intéresse. On en reparlera dans les métiers. Et je me suis rendu compte, j'avais fait une recension des occurrences du mot géopolitique dans le quotidien Le Monde depuis l'origine, depuis 1945. Et j'ai trouvé 75 occurrences, depuis en fait 47. Et donc j'ai essayé de faire des corrélations. Ça peut être la question allemande, la construction européenne, l'indépendance africaine, le conflit sino-soviétique. Vous voyez, ça apparaît dans des circonstances où il y a des mouvements de fond qui ont à voir avec le territoire. Et moi, j'ai été formé comme étudiant. Il n'y avait pas de cours de relations internationales et encore moins de géopolitique à la Sorbonne. Et à l'Institut de Géo, rue Saint-Jacques, c'était la géomorphologie, la climatologie, et puis les grands succès de la planification soviétique avec Pierre Georges. Un peu d'urbanisme, un peu de France régionale.
jamais eu d'enseignement de relations internationales en France. Les historiens et juristes y sont toujours opposés. Et c'est encore un peu le cas, il y a une vraie faiblesse. Sciences Po est en train de changer un peu ça. Donc, moi, ma formation comme étudiant, puis mon travail comme professeur, c'était de découper les articles du journal Le Monde. J'avais une demi-bibliothèque, 2 dossiers, et c'est avec ça que je faisais mes cours, plus tard à l'IEP de Lyon, ou à Vincennes, puis à Saint-Denis, et dans tous les endroits où j'essayais de m'intéresser en fait aux conflits. On appelait ça les points chauds. Donc en fait, moi j'ai été formé aux questions internationales par la lecture du journal Le Monde. Comme disait, je ne sais plus qui, Hegel, la lecture de la Gazette est la prière quotidienne de l'homme moderne. Donc c'était ma prière quotidienne, comme vous. Et mes collègues faisaient pareil. Lacoste, il a écrit tous ses bouquins avec le journal Le Monde. Et à un moment, c'est apparu comme une faiblesse. Un peu de terrain. Non, pas du tout. Sauf que le mot géopolitique nous échappait. Il était employé, il était là, mais on n'en faisait rien. Et c'est avec Lacoste, Hérodote, Béatrice Gibelin, etc., qu'on a fait le lien entre géographie et géopolitique. On a sorti en quelque sorte ce mot géopolitique de son placard relations internationales critiques, hein, les grandes tensions, la guerre froide, tout ça, pour l'articuler à la géographie. Voyez ? Mais après, il y a eu tellement de succès que maintenant, c'est un peu des... Ça voudrait dire qu'on a remis de la géographie dans la géopolitique On a articulé les deux. On a articulé les deux. Voilà. Ouais. Et ça, on peut en reparler. Et donc, c'est ce que je raconterai, si vous voulez, au Quai d'Orsay au mois de juin. Enfin, il faut que je travaille un peu, mais vous voyez, le mot était là, mais on ne s'en servait pas. Il n'y avait que les grands journalistes qui faisaient du terrain et qui parlaient au chef d'État, style André Fontaine, qui était directeur adjoint du Monde, directeur du Monde. Il avait fait un jour, je parle de lui parce que, bon, dans une réunion, dans un cercle d'intellectuels, rue Madame, il a fait une conférence sur la Chine. Et j'étais en propédeutique. À l'époque, ça existait encore, la propédeutique. Première année de fac. Et c'était formidable. Il rentrait de Chine. Et c'était avant 68. Et je lui écris au journal Le Monde, rue des Italiens. Il me reçoit, il me répond, parce qu'aujourd'hui les gens ne répondent plus au courrier. Il me répond, je vais le voir. Et en gros, ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être capable de parler comme vous d'un pays lointain? Et il m'a dit, histoire et géographie. C'est pour ça que j'ai fait de la géographie, ce n'est pas la seule raison. Et puis il m'a dit, si vous voulez faire un article, bon, j'avais 18 ans, j'ai écrit dans Le Monde, mais plus tard. Vous voyez? Et puis l'imprimerie, il me dit, moi, je mettais de l'encre dans la cave de la maison pour commencer à composer des petits journaux. Donc il y avait le côté journaliste. Mais vous voyez, il m'avait fait comprendre que l'histoire-géographie était fondamentale pour mieux comprendre la dynamique des relations internationales, enfin, ce qu'on appelait à l'époque les relations internationales. Donc ça reste très efficace. Hein. Et les frontières, alors? D'où vient cet intérêt qui est très ancien depuis votre thèse? Pourquoi les frontières? Parce que j'étais dans une équipe de chercheurs en Amérique latine, quand on faisait des études de géographie. Hein, les géographes, c'était les parents pauvres des sciences humaines. C'était les gens qui n'avaient pas fait de latin. Ce n'était pas mon cas. Les latinistes, ils faisaient de l'histoire, ils travaillaient dans les archives, etc. Les prolétaires, ils faisaient de la géographie. Et il y avait 2 camps. Hein. Il y avait les communistes, avec Jean Drèche, Pierre Georges et tous les autres, qui s'intéressaient à la Roumanie, à l'Union soviétique, les formidables réalisations prométhéennes, n'est-ce pas, de l'Union soviétique ou de la Chine. Et puis, il y avait ma branche, cathode gauche, le tiers-monde. Puis là, Don Helder Camara, Recife, je vais le voir à Recife et je commence à travailler sur le Brésil. Et il y avait un professeur que j'aimais beaucoup, Pierre Monbeg, spécialiste du Brésil, et il était spécialiste des fronts pionniers du café à São Paulo dans les années 30 avec Fernand Braudel et toute la bande. Et donc, il me dit, faites une étude sur les nouvelles routes transamazoniennes. Donc, d'abord, c'était très pénible, très difficile comme terrain, on se faisait piquer, enfin, c'était vraiment très, très dur. C'était trop tôt. Et puis un jour, je tombe à Brasilia chez un père jésuite belge qui me dit, tiens, le général Golbery, l'ancien patron de la Sorbonne brésilienne, l'école de guerre
brésilienne de Rio, conseiller du président, c'est une période de dictature, vient de sortir un livre qui s'appelle Géopolitique du Brésil, Géopolitica do Brasil. Et donc je le regarde, et je conclus que l'opération de conquête de l'Amazonie sert à transférer des paysans du nord-est, pauvres, vers l'Amazonie au profit de futurs grands propriétaires pour éviter une réforme agraire. On était en pleine guerre froide, en guérilla et tout ça. Donc je rends compte à mon professeur et je lui dis, écoutez, front pionnier, oui, mais enfin là, il s'agit d'autre chose. C'est pas ce que vous avez étudié, vous, ça s'appelle la géopolitique. Mais moi, je ne connaissais pas l'histoire du mot. Et il me dit, oui, alors, allez-y, soyez prudents, allez-y. Il m'autorise à employer le terme, et je le publie dans Problème d'Amérique latine en 72. J'ai réintroduit le terme, importé du Brésil. Vous voyez ? Et après, je me suis dit, les fronts pionniers, non, ce qui m'intéresse, c'est les frontières du tiers-monde. Donc, le tiers-monde était vaste à l'époque. Donc, l'apartheid en Afrique du Sud comme stratégie territoriale, Israël-Palestine, j'ai choisi des sujets durables. La ligne Durand, Afghanistan, Pakistan, toujours pas reconnu 100 ans après. Vous voyez, c'est venu comme ça. J'ai exploré un terrain, donc j'ai articulé géographie, relations internationales et politique sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait encore parler des heures, mais je préfère... Non, mais je voudrais quand même dire que je suis là parce qu'il y a cette exposition. J'ai failli tomber par terre parce que moi, je venais avec mes catégories classiques, si vous voulez... J'ai été commissaire d'exposition il y a très longtemps au musée Guimet en 2004 et à La Roche-Guyon il y a quelques années. Mais c'était un peu, je dirais, au ras des pâquerettes, des cartes, des petits jeux, des histoires. Mais il n'y avait pas cette mise en scène extraordinaire dont j'ai compris, grâce à Maud et à Astrid, ce que c'était que la muséographie. Ça n'a rien à voir avec un discours géographique sur des frontières, même avec des belles photos, quelques récits de migrants qui mettent un an pour aller du Cameroun à Gennevilliers, etc. etc. C'est une exposition que je trouve tout à fait formidable parce qu'elle traite d'un sujet sur lequel il y a un corpus scientifique aujourd'hui de connaissances, mais ça ne suffit pas. Il y a des mises en scène et chaque séquence, chaque... frontière, enfin chaque couple, parce qu'il faut être deux pour faire frontière, fait l'objet d'une mise en scène, d'une mise en récit absolument extraordinaire. Donc vraiment, je suis complètement soufflé. Je n'ai pas de mandat pour vous dire ça. C'est tout à fait la vérité. Et je la découvre parce que malheureusement, je n'avais pas pu venir à l'inauguration du 14 avril. Mais c'est une exposition absolument extraordinaire. C'est vraiment ça. Et vous voyez, quelquefois, on a besoin de déposer son savoir pour que d'autres muséographes en fassent quelque chose de bien mieux que ce qu'on est capable de faire. C'est un bien joli compliment. Merci beaucoup. Je vous ouvre l'espace de la parole, parce que j'imagine que vous avez des questions à poser à Michel Fouché, et l'heure tourne, ça va beaucoup trop vite. Est-ce que vous avez quelques questions ? Sinon, moi, j'en ai une dernière, si vous voulez vraiment pas prendre la parole. Moi, j'en ai une. Dans ce cas, j'en ai une dernière. La frontière, finalement, c'est d'abord une limite symbolique dont on a besoin. Oui, là c'est pas une réponse de géographe, c'est une réponse d'anthropologue. On a besoin d'une limite entre le dedans et le dehors. C'est très simple. C'est pas de l'hostilité. Si j'ai pas de porte dans ma maison, je peux pas l'ouvrir pour accueillir le visiteur. J'ai besoin d'une porte. On a besoin de cette distinction qui est structurante. Alors après, cette distinction, elle peut être sympathique, frontière ouverte, coopérative, etc., ou elle peut être conflictuelle. Mais ça, c'est de l'anthropologie, c'est pas la géographie. Alors, je ne vais pas me répéter, mais il y avait un texte, malheureusement, j'ai vérifié sur le pont de l'Europe entre Strasbourg et Kehl, ça a été effacé. Il y avait un texte de Jean-Pierre Vernant, qui est très très beau texte, en introduction de son livre sur les frontières, mais c'était sur l'histoire, où il explique cette dialectique entre Hermès, sa part d'Hermès et sa part d'Hestia. Hestia, la déesse du foyer, Hermès,
le lieu du commerce, Mercure, le contrebandier, le brigand, mais le gardien des bornes. On a besoin de cette dialectique. Et c'est pour ça que le sujet des frontières est aussi d'actualité encore aujourd'hui, parce qu'on a constamment, regardez, tout le débat en permanence, le rapport à l'autre et le rapport au monde, l'articulation entre un pays et le vaste monde. Il se passe des choses à 3-4 000 km d'ici, et vous le voyez quand vous prenez de l'essence à la pompe. Et donc ça, c'est très très compliqué à, je dirais, à assumer, et à comprendre et à assumer. Et c'est pour ça que je crois à l'avenir des études géographiques, de l'enseignement de la géographie et des différents métiers du géographe dont on parlera tout à l'heure. On a absolument, pour moi, on ne peut pas être un citoyen d'un pays démocratique si on n'a pas une profonde connaissance de son histoire, c'est-à-dire savoir d'où on vient, la longue durée, qui disparaît aujourd'hui complètement. Quand vous regardez des documents maintenant, vous faites une recherche sur Internet, souvent il n'y a même plus de date. Vous ne savez plus quand ce document a été fait. Et on a besoin, pour cet citoyen actif, de savoir se situer dans le temps et dans l'espace. Et les frontières, l'exposition le montre parfaitement, c'est, je l'avais dit, du temps inscrit dans l'espace. Ces tracés sont très anciens, on n'y peut rien, et il faut faire avec. On en est content ou pas? On en est content ou pas? Il y a 2 semaines, j'ai discuté avec Paul Kagame, qui est un homme un peu bizarre, président du Rwanda, parce qu'il avait fait une déclaration un peu troublante sur la remise en cause des frontières coloniales africaines. Alors j'ai dit, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il me dit, non, non, je ne remets pas en cause le principe d'intangibilité de juillet 64, la déclaration du Caire, mais je suis pour l'intégration. L'intégration, c'est l'annexion du Kivu. Mais vous voyez, donc c'est des sujets très, très actuels, tout ça. Et je crois que cette approche par les frontières, qui a quand même, qui est un peu ce que vous faites en première surtout, avec le programme géopolitique et tout ça, ça permet justement de penser ce rapport à l'autre, c'est pour ça que les questions migratoires sont fondamentales, mais aussi de rapport à d'autres espaces avec tous les éléments de contradiction, couture, coupure, couture, coupure. Et ça peut être instrumentalisé politiquement. On a des exemples tous les jours en France, ou en Allemagne, ou ailleurs. Cette espèce de rapport au monde qui est compliqué. Donc, et on va continuer à en parler. L'éducation civique, le temps et l'espace. Et le temps, il nous en manque un peu, mais on va continuer à discuter avec notre première table ronde. Restez avec nous. Vous pouvez rester là. Et puis, pour poursuivre nos échanges, je vais demander donc à nos 4 intervenants de nous rejoindre. On va parler frontières, mais aussi et surtout géographie, la grande aventure de la géographie à l'école, au collège, au lycée. Alors, je vais essayer de vous présenter dans l'ordre, de gauche à droite, pardon. Alors, Laurent Pech, vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Victor Hugo de Cachan. Alors, je suis en micro. Au lycée, vous me l'avez dit en plus. Dans un lycée. Bonjour. Alors, j'ai été au collège pendant longtemps et là, depuis 4 ans, je suis en lycée au Kremlin-Bicêtre. Alors, donc, toutes mes excuses, changé. On n'a pas eu l'occasion de discuter avant, en effet. Navré. Il n'y a pas de souci. Et voilà, l'arrivée au lycée, effectivement, nous fait découvrir d'autres programmes comme l'HGGSP, on aura l'occasion d'en parler. Jean-Luc Mercier, vous êtes professeur, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois, d'histoire-géographie également au lycée Henri Wallon d'Aubervilliers. Alexandra Rezal, vous êtes professeure d'histoire-géographie en collège à Paris et présidente du CRAP Cahier Pédagogique, qui est partenaire de cet événement. Et vous tenez dans les bras un numéro en fait, des cahiers pédagogiques, c'est le 559, c'est ça ? 559. C'est ça, qui était consacré à la géographie. Voilà, 559, alors qui date un petit peu maintenant, il est de février 2020, mais les programmes n'ayant pas changé depuis, et puis il n'est pas uniquement axé sur un programme spécifiquement, donc il est toujours totalement d'actualité. D'accord. Et Ludovic Sceaux, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Marie Curie de Sceaux et secrétaire général adjoint de l'association des professeurs d'histoire et géographie. Alors, Jean-Luc Mercier, vous m'avez dit, en préparation de notre table ronde, une phrase qui m'est restée
vous avez dit, sur le thème des frontières, on n'a pas trop de mal à intéresser les élèves. Pourquoi sur ce thème-là, on n'a pas trop de mal? Et pourquoi sur d'autres, on a du mal? C'est la question que je me suis posée. C'est une très vaste question. Alors, pourquoi est-ce que sur le thème des frontières, on n'a pas trop de mal à intéresser les élèves? Parce que nos élèves vivent dans notre monde, qu'on en parle beaucoup des frontières, qu'ils font preuve de beaucoup d'empathie aussi, qu'ils connaissent beaucoup d'histoires, de parcours migratoires, etc. Donc dans notre thème de seconde sur les mobilités notamment, la question de la frontière, de son franchissement, de ses difficultés, etc., c'est quelque chose, mais je pense que tous les collègues en ont fait l'expérience, même en quatrième, qui intéresse les élèves. Et dès qu'on parle aussi un petit peu plus généralement de géopolitique et d'histoire de conflits entre différents pays pour différentes raisons, etc., c'est généralement quelque chose qui intéresse aussi les élèves. Donc, mais est-ce que c'est on n'a une pas question beaucoup de difficultés. d'âge ou c'est parce qu'ils ont choisi une spécialité qui fait que déjà ils sont intéressés? Alors, il faut faire la différence entre celles et ceux qui choisissent effectivement la spécialité à GGSP, pour lesquels on leur reconnaît une appétence particulière pour ces questions géopolitiques, même si, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, le terme géopolitique pose en vérité pas mal de problèmes, ça dépend de ce qu'on met derrière. Mais même en tronc commun, par exemple, je pense au thème sur les mobilités généralisées en seconde, c'est généralement un thème qui intéresse les élèves. Enfin, en tout cas, voilà, l'expérience que j'en ai, c'est que ils en ressortent quand même avec une appréhension un peu plus précise de ce que peut être l'analyse géographique. Ils voient ça de manière un peu plus concrète, en fait, que certains autres thèmes qui peuvent paraître parfois un peu plus techniques, un peu trop jargonnants, un peu trop conceptuels. Ouais. Et Laurent Pêche, c'est quelque chose que vous constatez aussi. Le lien à l'actualité aussi, ils commencent à être plus grands, ils s'intéressent à l'actualité. Oui, et puis c'est vrai que l'objet géographique de frontières, en fait, c'est une clé d'entrée pour de très 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 nombreuses questions. Effectivement, il y a un thème en AGGSP en première, les frontières, très bien. Mais les migrations, tu en parlais, la question de la gestion des risques internationaux à toutes les échelles. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser les frontières? Parce qu'une frontière, ça peut être une coupure, c'est une couture, et c'est aussi une réalité qu'il faut intégrer dans le cadre des relations internationales quand il faut prendre des décisions. Donc en cinquième, on travaille sur le changement global, sur la gestion des risques. Voilà, quand il s'agit de faire face, je sais pas moi, au grand tsunami qui a eu lieu dans l'océan Indien, il était évident que les vagues ne se sont pas arrêtées aux frontières, sans revenir à la question de Tchernobyl, qui est d'actualité. Donc, en fait, de toutes les questions qu'on peut avoir à aborder, depuis petit, même en cycle 3, même en primaire, on peut avoir comme clé d'entrée, comme porte d'entrée, la frontière. Et au final, ils sont habitués à entendre ce terme. En plus, dernière chose, d'avoir en tête souvent une association, à mon sens, bien trop classique de géographie égale localisation égale carte. Sauf que c'est utile pour nous, pour vendre justement, entre guillemets, cet enseignement qui est la géographie. Parce que sur les cartes, effectivement, la première chose qu'on voit, c'est ces patchwork de couleurs, mais aussi, du coup, ces frontières. Donc voilà, elles sont omniprésentes dans l'imaginaire des élèves, de toute façon. Oui, Michel Fouché, vous vouliez réagir? Allez-y. Moi, j'ajouterais juste deux éléments. D'abord, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, dans l'ancien programme de terminale, on avait un chapitre qui s'appelle « Les cartes pour comprendre le monde », qui était justement sur toutes les projections et qui était extrêmement intéressant pour faire comprendre cette question des projections et prendre conscience de la réalité. Et puis, pour compléter ce que disaient mes collègues tout de suite, c'est vrai aussi qu'en classe de terminale, quand on travaille sur la mondialisation, la question « est-ce qu'on est dans un monde sans frontières ?» La question, elle se pose aussi, et on voit bien que non. Et c'est justement quelque chose qui est assez intéressant alors, pour amener les élèves à réfléchir à cette question. Et dans l'exposition, il y a aussi cette question du monde numérique qui est aussi perçu comme un monde sans frontières et dont on perçoit bien, et par le dispositif qui est proposé, on voit bien justement en quoi est-ce qu'il est éminemment un monde de frontières aussi. Donc on a dans tous les thèmes, enfin sur toutes les années en histoire et en géographie, à aborder la question des frontières. Et au final, est-ce qu'il y a un retour du goût pour la géographie, ou est-ce que ce goût, d'ailleurs, a été perdu? Parce que ça suppose qu'il aurait été perdu. Mais est-ce que vous sentez comme ça un engouement des jeunes pour la géographie? Et peut-être que ça se traduit après sur les bancs de la fac?
Alors, un engouement pour la géographie, je pense qu'il faut peut-être modérer notre propre enthousiasme. Ça a longtemps été la matière un peu mal aimée du secondaire. Voilà, on ne va pas se faire d'illusions. Mais même pourquoi ? pour beaucoup d'enseignants d'histoire-géographie eux-mêmes, d'ailleurs, par son côté, pendant longtemps, peut-être un peu trop traditionnel, un peu trop axé sur des apprentissages de nomenclature. Parce qu'en effet, sur certains programmes, à certaines années des cycles 3, 4 du lycée, il y a des chapitres qu'on trouve un peu jargonnants, un peu arides, un peu... Bon, c'est vrai que faire rêver une classe de 3e avec l'aménagement du territoire ou les espaces productifs... C'est un peu abstrait, c'est un peu conceptuel. Voilà, c'est abstrait, c'est très conceptuel. Ouais. Voilà. Justement, l'intérêt qu'on a eu en faisant ce dossier des cahiers pédagogiques, c'était peut-être de réenchanter un peu aussi la géographie, de dire... Il y a des façons de faire de la géographie qui permettent d'embarquer les élèves, qui permettent de changer un peu... Et on va y venir. Mais Michel Fouché, je voyais que vous vouliez réagir. Non, c'est parce que... C'est vrai, vous avez la nomenclature, et puis c'est devenu l'économie. Sauf que la production de blé en Ukraine, brusquement, on se rend compte que ça a de l'importance. Vous voyez, donc tout dépend de la façon dont les choses sont présentées. Soit c'est une statistique, soit ça devient un enjeu. Or, ce qui est localisé, il y a un caractère d'enjeu. Et vous avez raison, il y a une familiarité depuis la 5e maintenant avec ces questions de frontières, et c'est une bonne chose. Oui, et puis il y a un enjeu dès lors qu'on se sent un peu concerné. Oui, sauf que la nouvelle revue d'extrême droite, où a publié ces malheureux articles sur la frontière algéro-marocaine par Boualem Sansal, s'appelle Frontières. Il faut faire attention à l'appétence croissante de l'extrême droite intellectuelle, pour les questions géopolitiques. Alors Alexandra Rezal, vous avez commencé à l'évoquer. Il y a peut-être d'autres façons de faire pour intéresser, pour faire en sorte d'impliquer les élèves, de les embarquer, peut-être le terrain, peut-être il y a plein de choses. Alors, comme vous le disiez, en effet, le terrain, c'est la façon la plus fabuleuse de faire de la géographie. Évidemment, dans le cadre de l'enseignement secondaire, on ne va pas emmener nos élèves au Brésil, on ne va pas les emmener en Chine. On peut les emmener moins loin. Mais on peut les emmener moins loin, on peut les emmener là où on est, là où on enseigne. Et oui, les faire observer, les faire dessiner, les faire comprendre, les faire ensuite les mettre en projet, puisque ce qui se fait beaucoup maintenant dans les programmes de collège aussi, c'est la géoprospective, c'est la réflexion sur, voilà, maintenant que j'ai observé le présent, que j'en ai relevé les éléments essentiels, que je connais les enjeux, que je connais les évolutions probables, qu'est-ce que je peux imaginer pour l'avenir du territoire dans lequel je vis, par exemple, ou que j'étudie. Voilà. On voit aussi des croisements de disciplines qui sont très intéressants, très riches, très féconds. Comment réfléchir sur la géographie en y mêlant de la musique, en y mêlant de la poésie, en y mêlant toutes sortes de choses qui réenchantent donc la géographie, qui la font voir autrement. Oui, d'ailleurs, Ludovic So, on avait discuté en amont de cette table ronde. Vous preniez l'exemple dans l'exposition de la frontière entre les deux Corées, la DMZ, en disant tiens, pourquoi pas imaginer un projet avec l'enseignant de sciences de la vie et de la terre, par exemple, parce qu'il y a une biodiversité incroyable dans cette zone-là. Oui, c'est sûr que quand on regarde toute cette question des frontières, que ce soit celle de la Corée, on pourrait prendre celle des frontières aussi de l'Algérie, du Sahara, etc. Il y a tout un travail qui peut être mobilisé en interdisciplinaire, soit avec les profs de SVT, justement. Alors souvent, effectivement, nous, la géographie, c'est les profs d'histoire et de géographie. Si je ne me trompe pas, dans la plupart des pays, notamment en Allemagne, dans la plupart des Länder allemands, c'est les profs de SVT qui font la géographie. Donc il y a quand même des passerelles qui peuvent être intéressantes. Et puis, on peut aussi réfléchir avec les profs de lettres. Il y a beaucoup de textes littéraires qui sont tout à fait intéressants sur cette frontière. Donc, on peut imaginer des travaux transdisciplinaires qui seraient tout à fait féconds à mettre en place. Après, il faut trouver le temps, et ça, c'est toujours la course des enseignants. Mais... Il y a un exemple notamment dans le numéro des cahiers qui est intéressant, c'était faute de pouvoir se déplacer, il y avait un enseignant qui avait fait venir Marseille dans sa classe via le rap.
en fait, et les élèves avaient travaillé sur les paroles d'une musique et avaient recréé une carte d'un quartier ou de la ville, je ne sais plus exactement, mais je trouvais ça assez intéressant comme approche. Donc on mêle là la musique, éventuellement les arts plastiques et puis la géographie. Oui. Alors, oui, en effet. Je l'avais fait aussi une année avec mes élèves de 3e sur la chanson d'Orelsan sur Caen. Et en effet, ils avaient redessiné, dessiné tout simplement les différents espaces de la ville à partir des paroles de cette chanson. C'est vrai que ça permet de voyager à moindre frais. On parlait de la formation, de l'éducation civique. Ça permet de sortir de soi. Et dans une période quand même de repli, favorisée par les réseaux sociaux, c'est fondamental. Moi, je sais que quand j'étais enseignant, tant en lycée qu'à l'université, j'avais obtenu du proviseur ou mon directeur toujours des crédits pour faire du terrain. Quand j'étais à Nanterre, on allait au Havre, parce que j'avais le père d'un élève qui connaissait bien le maire adjoint, etc., etc. Souvent, il y a des élèves qui ont des liens. À Lyon, c'était en Ardèche, etc. C'est fondamental, parce que c'est là qu'ils découvrent de manière concrète, justement, que l'analyse géographique, ils en font par eux-mêmes. C'est pas seulement une discipline scolaire ennuyeuse et surtout une liste de chiffres économiques. Et c'est ça ce qui peut ensuite ouvrir à ce dont on va parler après, les métiers de la géographie. Je suis vraiment... Et ça reste absolument valable. C'est pas du tout ringard. Il faut obtenir toujours des crédits pour pouvoir sortir de soi. Et Ludovic Sceaux, vous avez aussi pour habitude avec vos terminales de partir de l'actu, en fait, de ce qui les a marqués? Oui, alors effectivement, moi, en spécialité géopolitique, je commence toujours par un point sur l'actualité. Quels sont les points d'actualité qui les ont marqués, qui les interrogent par rapport à notre programme ou pas seulement. Alors c'est sûr que depuis l'élection du président des États-Unis, on a un point d'actualité tous les jours. Ça change régulièrement, donc c'est assez productif. Mais c'est vraiment partir du concret. Et quand, la géographie, c'est aujourd'hui, c'est la science d'aujourd'hui. C'est pas hier, c'est pas de l'histoire. Donc il faut bien partir de ce qui est aujourd'hui sous nos yeux et amener à le comprendre. Et je reviens aussi sur la question de la compréhension des cartes. Moi, je suis toujours étonné en classe de première quand je demande à mes élèves simplement de placer les villes de France sur une carte. J'ai quand même très souvent des grosses surprises. Et pourtant, ils l'ont déjà fait au collège, ils l'ont déjà fait en classe de CM2, et pourtant, ça reste quand même quelque chose de compliqué, ce qui veut dire que quand ils écoutent l'actualité, quand ils suivent, ça leur passe complètement à côté s'ils ne savent pas où c'est. Alexandra Rezal, c'est pareil, je fais référence au numéro. Je me souviens qu'il y a un article spécialement sur cette idée de la carte. Mais la carte qu'on n'utilise plus et qu'il faudrait réutiliser en permanence, en fait. Dès lors qu'on fait une sortie, mais pas forcément une sortie en géographie. En fait, pour n'importe quelle sortie, ça serait pas mal d'avoir une carte, simplement pour se situer dans l'espace, pour se repérer, Et une vraie carte, pas un GPS. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a tous pris l'habitude, y compris nous les adultes, de faire tous nos déplacements avec des GPS, c'est-à-dire finalement d'être tenus par la main et accompagnés dans des lieux qu'on ne perçoit pas du tout. De façon très passive, oui. Voilà, c'est un déplacement très très passif, et faire lire des cartes aux élèves avant la sortie pour qu'ils s'approprient l'itinéraire, qu'ils le comprennent, voire qu'ils l'élaborent eux-mêmes, encore mieux, c'est quelque chose aussi qui remet du spatial dans les têtes et qui nourrit ce dont vous parliez tout à l'heure, qui étaient les cartes mentales, c'est-à-dire où je suis par rapport à ce qui m'entoure et par rapport à où je vais, quelle est la réalité de l'espace, plutôt que d'avoir des choses hors sol, flottantes. Bon, alors quand même, le hors-les-murs, c'est pas toujours possible, et on peut travailler. Jean-Luc Mercier, vous voulez réagir? Oui, sur cette question, généralement, en fait, il n'y a aucune raison rationnelle pour que la géographie ne soit pas la matière préférée des élèves, en vrai. Non, mais c'est vrai. Quand on y pense, en fait... non, mais c'est vrai. Nos élèves ont une géographicité, comme on dit un peu de manière pompeuse en géographie, mais en tout cas, ils ont tous et toutes une expérience spatiale, comme nous.
Et là, on tourne un peu autour de la question de comment est-ce qu'on peut concerner nos élèves au cours de géographie. Il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont des acteurs eux-mêmes spatiaux, qu'ils ont un rapport particulier à l'espace. Et je pense à une séance que j'ai faite il n'y a pas très longtemps dans une formation où tout simplement je leur ai demandé où est Internet. Cette question simple qui peut nous paraître absurde a donné lieu à la construction d'une séance entière et a fini par intéresser les élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus que derrière cette question un peu absurde, en fait, on voyait tous les réseaux, etc. Donc, étant donné que nos élèves sont quand même généralement hyper connectés, je pense qu'ils ont peut-être plus de savoir géographique spontanément que nous ne l'avions peut-être à des époques précédentes, où il fallait découper des articles du Monde, etc. Et où c'était un peu plus compliqué d'avoir accès à l'information. Alors maintenant, ils ont accès à beaucoup d'informations de manière peut-être non hiérarchisée, etc. Mais on peut travailler à partir de cette matière-là en leur faisant comprendre aussi l'intérêt de faire de la géographie pour comprendre le monde dans lequel ils habitent. Vous voulez réagir, Laurent Pech ? Oui, et en particulier parce que c'est vrai, on a aujourd'hui des outils qui sont fabuleux. Alors, le GPS, c'est vrai, c'est un petit peu le tue-l'amour de la géographie parce qu'on est très passif, mais le numérique, de façon plus générale, est quand même une source d'énormément d'outils qui sont très, très importants pour nous, dans le cadre de nos métiers, pour essayer de capter les élèves et puis de les rendre actifs dans la construction de leur savoir. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas aller tout le temps sur le terrain, matériellement, physiquement. Et il y a énormément d'outils sur Internet. Je pense à Géoportail, par exemple, et du Géo, qui est une espèce de base de données très large, ou même, plus basiquement, Google Maps, qui nous permettent d'avoir à la fois des accès à des cartes, à des photos satellites, à des photos de paysages sur Google Street View, par exemple, et aussi nous permettre de faire des comparaisons, de voir un petit peu la profondeur dans le temps avec, par exemple, le site de l'IGN qui est remonté le temps. Sur Google Maps, vous avez sur Street View la possibilité de comparer les photos de paysages d'il y a, les premiers passages des Google Cars, c'était quoi, il y a 20 ans à peu près, vers 2005, 2007, jusqu'à aujourd'hui. On voit pour des phénomènes à grande échelle, par exemple dans des métropoles, la gentrification d'un quartier, vous parliez de Marseille tout à l'heure, par exemple, je sais pas, le quartier du Panier, ou alors à Chicago, un quartier qui a pu être transformé, qui avait fait l'objet d'une présentation au Festival de géographie à Saint-Dié l'année dernière. On voit qu'il y a de façon très facile, très accessible dans les salles informatiques ou avec les ordinateurs que les élèves ont avec eux, notamment en Île-de-France, on voit qu'il y a une accessibilité à de l'espace. Et derrière, il faut qu'on se le réapproprie, nous, en tant qu'enseignants, et les élèves aussi. Mais cet espace, il est à portée de main, juste sur nos écrans. Oui, l'information géographique aussi est pléthorique. Oui, et il ne faut pas rejeter le numérique dans une idée qui serait de pureté pédagogique à l'ancienne. Je pense que vraiment le numérique apporte pour nous les géographes, pour les élèves, quelque chose qui à la fois donne de la consistance, permet aussi de dynamiser, parce que les élèves, c'est quelque chose forcément qui va les intéresser, l'accès au numérique. Donc jouons dessus. Et voilà. justement, moi, par association d'idées, je pense aux métiers, parce que vous me disiez, Michel Fouché, justement, des métiers qui ont de l'avenir, c'est ceux qui allient la géographie et l'informatique et le numérique. C'est l'un des principaux débouchés aujourd'hui et à venir des étudiants en géographie, c'est ce qu'on appelle la géomatique, c'est le lien entre géographie et informatique. Alors, moi, je continue à lire Le Monde, n'est-ce pas ? Je sais pas. Il y a eu le 10 avril, Kevin Limonier, il est à l'Institut de géographie, de géopolitique, le géographe. En plus, vous voyez, d'ailleurs, Le Monde maintenant dit le géographe, assez souvent, explique combien il est toujours nécessaire de cartographier les conflits actuels, même si le théâtre des opérations numériques complexifie la tâche. Donc ça, lui, il travaille sur les questions de cyberguerre. Je signale d'ailleurs dans l'exposition un îlot, comme on dit techniquement, extraordinaire
sur les réseaux cyber, tous les câbles optiques. Ben, non seulement c'est une carte, mais elle est interactive. C'est-à-dire vous appuyez sur la Finlande, vous coupez 3 câbles et vous voyez comment ça circule. C'est tout à fait extraordinaire. La matérialité de l'Internet, hein, Marseille, les câbles, Alexandrie, Bombay, Singapour. Enfin, c'est marrant parce que c'est l'Empire britannique du 19e, les câbles. C'est-à-dire les premiers se sont développés comme ça, entre Londres et la bourse de New York. Enfin, c'était pas des câbles, enfin, c'était des gros trucs, mais téléphones. Mais vous voyez, c'est ça ce qui est extraordinaire. Hein. Il y a des permanences. Donc, tous les métiers de la géomatique, et justement, tous les métiers liés à... tous les métiers qui répondent aux besoins de spatialiser les données numériques, si on peut le dire comme ça. C'est les transporteurs. À l'Université de Cergy, maintenant, L3, vous avez... des systèmes d'apprentissage pour les étudiants en licence. La moitié des enseignants sont des professionnels. Les étudiants peuvent présenter des projets. Il y en a qui travaillent sur Danone en Afrique, il y en a qui travaillent pour Airbus, hein, c'est-à-dire sur les implantations, les filiales, etc., à partir de données à l'origine qui sont des données numériques. Donc j'approuve tout à fait votre approche. Hein. Mais ce que vous dites sur le numérique, il y a une telle abondance d'informations que la méthode de traitement, la boîte à outils est encore plus importante. Hein. Donc les échelles, la localisation, la spatialisation. Enfin là, c'est un colloque à faire. Mais effectivement, moi, vous m'aviez appris ces métiers de la géomatique que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis allée voir. Oui, consultant en environnement, éco-conseiller, administrateur de base de données géographiques, data scientist, data engineer, enfin tout ce qu'on veut, il y en a plein. Et c'est effectivement des débouchés qu'on connaît peu finalement. Mais donc, on en était à l'idée que voilà, on ne pouvait pas toujours, malheureusement, aller sur le terrain et faire cours tout le temps dehors. Ce serait sympa, mais on ne peut pas toujours. Et vous, Jean-Luc Mercier, on reste dans la classe, mais vous proposez une activité qui sont des photographies d'intérêt géographique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à concerner, à intéresser les élèves avec ces photographies, à les faire réfléchir ? Oui, je peux vous l'expliquer si vous avez les photos. Oui. Mais même si vous n'avez pas les photos, je peux vous les décrire. Je n'ai plus la commande que j'avais posée sur la table. Ah, mais c'est merveilleux. C'est dommage. Oui. Bon, en attendant qu'on retrouve la télécommande, pour prolonger ce que disait M. Fouché sur votre petite remarque, d'ailleurs, dans Le Monde, en ce moment, on écrit géographe. Si on peut passer la première slide à la technique, ça serait merci. Je termine juste cette idée-là. On a un vrai problème en géographie aussi, c'est que nous sommes invisibles. Voilà. Les historiens, ils occupent l'espace médiatique. Les géographes, on ne les voit jamais. Et ça, c'est une complexité aussi pour nos élèves de se dire qu'est-ce que c'est un géographe ? Est-ce qu'il y a un géographe célèbre ? Bon, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas tant que ça. Et dans les médias, on présente assez peu de géographes. Hein. En dehors de Magali Regueza, par exemple, on en connaît assez peu quand même. Alors oui, sur cette photographie, bon, celle-là, je l'ai piquée dans une formation. C'est Camille Schmoll qui l'a présentée. Camille Schmoll, c'est une géographe qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Les damnés de la mer, hein. Une histoire des migrations des femmes, notamment, qui traversent la Méditerranée. Et donc, en fait, le principe, c'est un peu de la même manière que j'introduis un nombre de mes cours de géographie. C'est par de la photographie qui suscite un paradoxe ou qui crée une intrigue, en fait, et qui va susciter un intérêt chez les élèves. Et là, je leur pose une question toute simple sur cette photographie, c'est où sont les femmes ? Parce que c'était dans le cadre donc, du cours sur les mobilités en seconde. Et mon objet, c'était de déconstruire un certain nombre d'idées reçues qu'on entendait très souvent dans les médias. Alors, les frontières de l'Europe sont des passoires, c'est une submersion, et il n'y a que des hommes qui migrent, etc. Évidemment, des idées reçues qui sont très largement relayées par les médias d'extrême droite que vous mentionnez tout à l'heure. Et où sont les femmes ? Et donc là, les élèves s'interrogent, et donc ils vont faire tout un tas d'hypothèses. Et ils vont dire d'abord qu'il n'y en a pas, parce que c'est vrai qu'ils se disent les femmes ne migrent pas, elles restent chez elles, etc. Alors que 40% des traversées de la Méditerranée sont effectuées par des femmes. Et donc là, ils vont s'apercevoir, en fait, je ne vous le refais pas en entier, mais que les femmes, elles sont au centre du bateau, et donc on ne les voit pas. Et pourquoi est-ce qu'elles sont au centre du bateau ? Donc les élèves spontanément se disent c'est parce qu'on les protège, ce sont des femmes, etc. Elles sont avec les enfants, mais pas du tout. C'est parce que ce sont les places les moins chères en fait, que les femmes ont généralement moins de moyens pour migrer, et ce sont au contraire les places qui sont les plus dangereuses parce que souvent l'eau rentre par l'intérieur du bateau, et donc ce sont souvent les premières à mourir avec les enfants.
Et donc là, à partir de là, une fois qu'on a expliqué ça aux élèves qui se sont posés des questions, et donc forcément, ils ont activé un certain intérêt pour le cours, et là, c'est lancé parce qu'ensuite, ils vont évidemment adhérer à la suite du cours assez facilement, en fait. Et on peut continuer un petit peu avec vous, parce que vous avez cité Camille Schmoll, donc une géographe, Oui. qui a écrit donc Les damnés de la mer, et vous proposez à vos élèves un exercice de cartographie sensible. Alors c'est une autre façon aussi de les embarquer. Oui, moi aussi j'aime beaucoup faire de la cartographie, mais le problème quand on fait de la cartographie en classe, c'est que souvent les élèves vont le voir comme une succession de tâches mécaniques, voire de coloriage, etc. Et puis ils vont assimiler la géographie à cet exercice-là. Alors que la cartographie, c'est un outil du géographe, mais il n'y a pas que ça. Et donc, je me suis dit, voilà, pour essayer de le rendre plus intéressant, en fait, on lit le long témoignage de Camille Schmoll, qu'a recueilli Camille Schmoll, pardon, d'une personne qui a quitté le Cameroun et qui s'appelle Julienne et qui est au début de son ouvrage. Le témoignage est long, il fait 20 pages. Hein. Donc, les élèves le lisent et ils vont devoir cartographier son parcours, mais en utilisant une nomenclature et des figurés que j'emprunte à Sarah Mekdjian et Anne-Laure Amiladzari dans un article qu'ils ont écrit il y a quelques années qui s'appelle « Figurer les entre-deux migratoires », où le principe, en fait, ça va être de figurer les émotions. La peur, l'espoir, le rejet, le danger, etc. Tout ce qu'on appelle en fait la géographie sensible et la cartographie sensible aussi. Et donc là, nécessairement, les élèves aussi vont entrer en empathie avec Julienne, comme beaucoup de géographes entrent en empathie avec leur objet également, hein, beaucoup de chercheurs, et donc chercher à représenter et à cartographier d'une manière un peu différente, moins froide, mais dégager davantage de sens. Et du coup, on va pouvoir mieux construire la notion de frontière traversée, parce qu'en fait, elles vont traverser plein des frontières, mais de manière totalement différente. Et elle va arriver, elle va passer par Lampedusa à un moment, etc. Donc voilà, elle arrive directement en Sicile. Donc on voit comme ça différentes formes de frontières. Alors ça, la cartographie sensible, moi je ne connaissais pas du tout. Michel Fouché, c'est quelque chose que vous avez vu arriver vous-même vous avez pu faire ce genre de travail? Non, là, moi, j'ai une question de génération quand même. Hein, le numérique et la cartographie sensible. Hein, moi, je suis un enfant de la guerre froide, hein, donc rapport de force et tout ça. Non, mais je comprendrais. Non, c'est. Enfin, dans l'exposition du musée Guimet de Lyon de 2004, dont j'étais commissaire, il y avait déjà le parcours de ce Camerounais de plus d'1 an. Hein, parce que les moyens dont on n'avait pas de muséographe distingué, on avait commandé des photographies, hein, un peu partout dans le monde, et des histoires de vie. D'ailleurs, ça s'appelait scène de vie entre les lignes. Scène de vie entre les lignes. Donc on racontait déjà ça. Donc il y a quand même une sensibilité. Il n'y a pas que les rapports de force internationaux, hein, bien entendu. Et puis, il y a la sensibilité, il y a l'imaginaire aussi. Il y a un concours qui est assez rigolo. Ludovic Sceaux, c'est vous qui m'en avez parlé. C'est un concours, il s'appelle Concours Carto. Et en fait, il y a des cartes qu'on doit faire à partir de réalités, à partir de données réelles. Mais il y a aussi un concours où il s'agit de travailler sur l'imaginaire. Et d'ailleurs, le thème 2026, c'est Habiter la Lune en 2126. Et c'est pour les CM, 6e, 5e. Je trouve ça assez rigolo. Oui, alors en fait, le concours Carto, alors on le retrouve, si vous regardez concours Carto, vous retrouverez les références assez facilement, et d'ailleurs la Cité des Sciences, c'est partenaire, si j'ai bonne mémoire. Ce concours Carto, il est avec différentes propositions selon les niveaux, et il peut y avoir effectivement un travail sur l'imaginaire, une carte un peu plus, et notamment travailler avec, alors moi je ne l'ai pas fait directement, mais j'ai un collègue qui l'a fait avec des 6e par exemple, et qui était plus pas sur une représentation spatialement réelle, mais sur la compréhension d'un espace montagneux, en l'occurrence, qui permettait d'approcher les réalités de manière un peu désincarnée, mais qui était finalement pour les élèves très sensible. Et c'est de ce point de vue-là très intéressant. Après, ce même concours prévoyait cette année travailler aussi avec les images du CNES sur Abidjan, si j'ai bonne mémoire. Et donc là, pour le coup, on est beaucoup plus ancré dans la réalité du terrain. Alors peut-être qu'on peut faire défiler les quelques images, les photographies d'intérêt géographique, pour
qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit. Et je souhaitais vous donner la parole maintenant. Peut-être que vous avez des questions à poser à nos intervenants, ou vous-même des expériences, des projets, des tentatives à partager avec nous. Est-ce que vous-même allez sur le terrain avec vos élèves? Et qu'est-ce que ça leur fait? Sinon, si c'est bon, vous m'entendez. Bonjour, merci à tous pour vos interventions. Je ne sais pas, j'ai un tropisme parisien ou en tout cas francilien. Le fait est que les zones de frontières, elles existent dans notre quotidien à Paris ou en Île-de-France. L'Académie de Paris a organisé une visite de terrain sur un aéroport, en fait, qui est déjà une frontière. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance en Île-de-France pour expérimenter, en fait, ces territoires de frontières. Je voulais dire, je rejoins tout à fait ce que disaient les collègues. Et aussi, je ne sais pas si ça a changé au fur et à mesure des générations, mais il faut dire que nos élèves ont eux-mêmes l'expérience de la frontière. Et c'est aussi pour ça que ça les intéresse autant, la géopolitique, les équilibres, et aussi les luttes autour des frontières, même si parfois on aimerait, comme l'a dit M. Fouché, leur rappeler que la frontière, ça se fait à deux et que ce n'est pas simplement une lutte, une comparaison, et que ça peut être des échanges. Moi, la plupart de mes élèves ont une double culture, voire une triple culture. Donc, ils expérimentent la frontière plusieurs fois par jour, voire dans la même heure. Et vous en parlez parfois, débattez dans la classe, échangez sur ces questions, à partir de leurs témoignages parfois? Oui, en fait, pour le coup, moi, j'ai mis plusieurs projets en place. Aussi avec les troisièmes par rapport aux décolonisations, parce que ça permet aussi de prendre en compte leurs différentes cultures, voir des parcours soit de migration personnelle ou dans leur famille en quatrième. Enfin voilà, il y a beaucoup de façons positives de voir leur leur multiculturalisme. Vous souhaitez réagir peut-être les uns et les autres? Moi, ça me fait penser à un point parce que cette frontière, elle est aussi, elle peut être pratiquement aussi dans nos classes. Moi, j'ai souvenir, quand j'ai commencé, j'étais à Mantes-la-Jolie et pas du tout en géographie en l'occurrence, mais en EMC, un exposé d'élèves, et ne connaissant pas l'origine de chacun des élèves, les deux élèves qui commencent leur exposé disent c'est très clair, regardez dans la classe, ici c'est le Val-Fouré, là c'est les pavillons. Et donc, dans la classe, la manière dont ils s'étaient installés, il y avait les jeunes du Val-Fouré et puis les jeunes des pavillons. Et donc, en fait, cette frontière, j'allais dire, là encore, sensible, mais d'une certaine manière aussi parfaitement intégrée dans la géographie, elle était intégrée dans la classe. Et c'est quelque chose alors, sauf si vous connaissez parfaitement où habitent tous vos élèves, c'est quand même plus difficile de savoir. Eux le savent, en l'occurrence. D'autres questions peut-être? Ou d'autres, d'ailleurs, partages? Est-ce que vous avez pour habitude de sortir avec vos élèves de la classe pour aller voir ne serait-ce des sites industriels ou Non, il y a la question du budget, je l'entends bien, mais j'espère que certains vont lever la main, ce serait chouette. Alors, oui, j'ai longtemps été prof en collège, donc pour un peu redynamiser les espaces productifs, parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué à enseigner, j'ai pu emmener des élèves du côté du plateau de Saclay, où il y a des exploitations agricoles qui accueillent... En fait, certaines font de la cueillette et j'ai pu être en contact avec, il y a longtemps parce que maintenant ça ne marche plus, une médiatrice scientifique. Donc on avait vu cette exploitation agricole, on avait vu une en élevage intensif et l'autre en céréaliculture, et elle qui était en transition. Donc ça c'était intéressant puisqu'on avait vu des champs avec de la luzerne par exemple. Et puis après on faisait un petit tour.
Et là, on était vraiment en race campagne. C'était tout à fait étonnant parce que là, près du plateau de Saclay, on voyait à un moment le synchrotron de Saclay, et ça nous permettrait de voir l'exploitation agricole, une lecture de paysages en périurbain. Donc, et puis pour les élèves, de voir des vaches, c'est toujours une expérience sensible, passionnante. Voilà, on passait la journée, j'ai des très bons souvenirs. Toujours, voilà, et plus récemment, en fait, en lycée, moi j'ai fait travailler mes élèves, alors pas sur la frontière, mais sur la question de la place des femmes dans la ville, avec en fait des enquêtes de comptage, d'observation, voilà, de nom des rues. Enfin, j'ai repris des choses qui se font. Et vous les sentez motivés par ce type de... Enfin, pour les élèves de lycée, ça demandait beaucoup de travail, mais en fait, tout d'un coup, la diversité, parce qu'en fait, je les faisais travailler par groupe, et puis après, chaque groupe venait présenter au reste de la classe, et de voir la diversité des sujets traités, des méthodologies mises en œuvre, de cette inégale représentation ou visibilité des femmes dans la ville. Oui, ça les faisait beaucoup réfléchir. Et je pense que certains, plutôt certaines, ont choisi de faire de la géographie après ce travail. Ah, c'est chouette. Merci. Oui, ok. Collège, lycée en Seine-Saint-Denis aussi. Et en fait, sur la frontière à GGSP, les élèves ont vraiment, voilà, Michel Fouché, pris plaisir à découvrir votre définition. Et ce qu'on dit tous, c'est de passer d'un espace conflictuel à un espace qui est une représentation mentale. Et en fait, quand ils comprennent que la géographie, c'est une représentation de quelque chose, alors qu'ils le travaillent depuis des années, c'est intéressant. Vraiment, il y a tout qui se met en place, la frontière, le territoire. Il y a vraiment quelque chose qui se joue avec ce thème et avec leur compréhension de vos écrits. Donc c'est vraiment super. Moi, je trouve qu'il y a un vrai intérêt pour la géographie, collège, lycée. Ils sont moteurs. Il y a toutes leurs intelligences, pas que la mémorisation. On est sur le terrain, on est debout, on doit chercher. Il y a l'enquête de la 6e à la terminale, puisque j'ai tous les niveaux à peu près. Voilà. Et moi, j'ai fait un travail sur les parcours migratoires des familles aussi, et la cartographie des parcours migratoires de familles en 4e. Et j'ai fait venir une journaliste du Nouvel Obs qui avait travaillé là-dessus aussi. Et en fait, ils ont raconté ce qu'ils ont fait parler leurs parents. Ils ont mené l'enquête auprès des familles. Ils ont cartographié les itinéraires des familles depuis le Sri Lanka ou autres, hein, et même depuis des campagnes françaises. Mais moi, madame, je viens d'ici. Oui, mais qu'est-ce que c'est ici ? Et en fait, il y a vraiment un intérêt, je crois, des élèves pour montrer leurs intelligences multiples avec la géographie. Merci. Oui, vous avez dit moteur, monsieur Mercier a dit acteur. Là, c'est vraiment ça. Hein, c'est-à-dire que c'est l'occasion de dire qu'ils sont acteurs partiellement de leur histoire, enfin de leur vie et du lieu où ils habitent. Je crois que c'est comme ça et on ne le fait pas dans d'autres matières. Si, en littérature, on peut les faire écrire. L'histoire, c'est plus compliqué. Donc je crois que c'est ça Moi, en vous écoutant, je pensais à la sociologie de l'acteur, Edgar Morin, Alain Touraine. Hein. Si on a cette approche pédagogique-là, on a gagné. Merci. Ce qui vient à évoquer naturellement les enjeux citoyens de l'enseignement de la géographie, puisqu'on a des élèves à l'adolescence qui sont notamment particulièrement sensibles aux questions de justice et d'injustice, qui est un peu un prisme un peu naturel pour eux dans la présentation des situations historiques ou géographiques. Et en fait, la démarche géographique a aussi pour, à mon avis, principal intérêt de faire d'eux des acteurs citoyens de leur pays.
Oui, et pour rebondir sur cette question-là aussi, et par rapport à votre question sur est-ce qu'on organise des sorties régulières, je vois qu'il y a plein d'exemples qui sont possibles. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les sorties qui sont très organisées, où les élèves ont un cahier des charges. Par exemple, vous dites, est-ce qu'on va visiter des sites industriels ? Écoutez, je vous invite à aller dans une classe et à dire, bon, on va organiser une sortie dans un site industriel, youpi. Donc, et pourtant, c'est intéressant. Mais il y a une sortie que j'ai faite il y a pas longtemps, et je la recommande vraiment, c'est Marseille, sur une journée. C'est tout à fait faisable. Vous prenez le train le matin, vous prenez le train le soir, c'est une grosse journée. Et on a même pris le bateau pour aller sur les îles du Frioul. Et j'avais simplement demandé à mes élèves de faire des remarques géographiques, d'enregistrer des choses, de prendre des photos, etc. Ils m'ont dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bon, ils étaient un peu perturbés. Et puis au final, ils ont fait des exposés. Et il y en a un qui m'a fait un exposé sur... alors j'ai eu des exposés sur les calanques, c'est beau les calanques, etc., etc. Mais même si l'exposé dure 5 minutes pour expliquer que les calanques, c'est joli, la formation des pays des calanques, etc. Enfin, je sais pas, on a déjà gagné, on a déjà fait de la géographie. Et il y en a un qui, lorsqu'on était sur les îles du Frioul, m'a dit, mais monsieur, je comprends pas, elles sont où les banlieues ici ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des banlieues, mais je les vois pas. On regardait Marseille. Et donc, il s'est posé une question proprement géographique. Et cette question, il se l'est posée parce qu'il était sur l'île du Frioul, que c'était joli, qu'il faisait beau, etc. Et qu'il avait le paysage en face de lui. Et donc, il a fait un exposé sur la ségrégation socio-spatiale à Marseille. En plus, Marseille, comme vous le savez, c'est un exemple hyper intéressant parce que les pauvres, ils sont au centre de la ville, hein, à la différence de bon nombre de villes françaises. Et donc, voilà, on a réussi à égayer la sensibilité géographique par la sortie. Mais honnêtement, moi, j'enseigne à Aubervilliers. Donc, mon objectif, à chaque fois que je les sors, c'est de sortir d'Aubervilliers. Et donc, voilà. Aller à Marseille, je suis niçois, donc ça m'embêtait un peu d'aller que à Marseille. Mais bon, le train pour Nice, c'est un peu trop long. Mais voilà. Nos élèves ont le droit... La géographie, c'est aussi l'amour des beaux paysages. Hein. Enfin, il faut quand même revenir à la base. Hein. La géographie, c'est le paysage. C'est quand même joli d'aller regarder des beaux paysages. Et c'est voyager. Merci beaucoup. En tout cas, ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Et on va poursuivre avec la suivante qui sera plus courte, plus précisément sur l'exposition. Alors, Michel Fouché, c'est comme vous voulez. Vous pouvez rester si vous... On l'a évoqué un petit peu, mais si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus. Un mot des métiers de la géographie. 30 secondes, ce sera vite. Un mot sur les métiers de la géographie. Non, on m'a demandé de faire ça, j'ai quand même préparé. J'ai sélectionné 8 catégories. Il y a tous les métiers du développement local, hein, les services de l'État, les collectivités locales, aménagement, environnement, etc. Cartographie géomatique, conseil aux entreprises qui ont des dimensions territoriales, hein, transport, commerce, distribution, construction, etc. Le tourisme, culture, patrimoine, social, humanitaire, évidemment être professeur, et tout ce qui est lié aux relations internationales, hein, diplomatie, la défense, hein, les ONG, la gestion de crise, etc. Donc il y a un champ. Aujourd'hui, 80% des diplômés en France qui ont des licences de géographie ne sont pas enseignants. Ils trouvent. Simplement, il n'y a pas de métier de géographe comme il y a un métier d'architecte. Donc, le champ est extrêmement ouvert et prometteur. Merci beaucoup. Alors, donner à ressentir la frontière, eh bien, c'est précisément ce que fait l'exposition. Je vous invite à nous rejoindre. Maud de Gouy, Astrid Aron et Geoffrey Guérino. Qui est là. Alors, c'est précisément ce que fait l'exposition à travers des récits, des expéditions de géographes, anthropologues, des vécus d'acteurs de la frontière, des cartographies sensibles aussi, des dispositifs artistiques interactifs, vous allez le voir tout à l'heure. Et pour vous donner justement un avant-goût de cette exposition que vous allez visiter, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey Guérino, qui est médiateur scientifique à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et Astrid Aron et Maud Gouy, qui sont les 2 commissaires de l'exposition Frontières. Alors déjà, une question que je me suis posée. Pourquoi frontières au singulier ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez mettre un S ou pas à l'intitulé de l'exposition ? Alors c'est en cours de conception qu'on a laissé tomber le S. Au départ, on parlait de frontières au pluriel.
Et puis on s'est aperçu très rapidement qu'on allait partir sur une dizaine d'îlots et on n'allait pas faire une exposition qui allait raconter toutes les frontières. C'était pas un atlas, c'était pas une anthologie au sens d'une anthologie de poésie où il y aurait beaucoup de récits de géographie. Et donc on s'est dit qu'on allait pousser la spécificité de la frontière, de chacune de ces frontières, et d'aller tirer un fil conducteur pour chacune d'elles, et non pas parler des frontières de façon générale. Alors justement, vous êtes parti de l'exemple. Vous disiez 10 îlots, 10 exemples de frontières. Pas facile de choisir. Comment on fait ? Eh ben, c'est des rencontres, en fait. Beaucoup de rencontres. Alors, on s'est quand même mis quelques paramètres. On voulait qu'elles soient un peu réparties dans le monde, qu'elles racontent des choses très différentes. Mais surtout, on est parti du travail des géographes. Donc, on a découvert des géographes qui nous ont rapporté leur travail de terrain. Et c'est à partir de là qu'on a construit en fait cette série d'exemples, ces 9-10 exemples, parce que tout simplement les géographes étaient là pour nous apporter du matériel. Et qu'il fallait mettre en scène, en muséographie. Comment on fait Quelle était l'idée que vouliez-vous donner à voir et à ressentir ? Le sous-titre de départ, c'était raisonner, RAI, et faire raisonner. Et on avait envie qu'il y ait un apport théorique sur ces frontières, qu'on parle justement des fameux frontières, comme le fait Camille Schmoll. On voulait parler des travaux des géographes de façon extrêmement scientifique, mais on avait envie qu'il y ait de l'émotion aussi. On voulait susciter une forme d'empathie avec la géographie, qu'elle soit là pour témoigner s'appuyer sur des essais scientifiques tout en mettant de l'émotion dans ce qui se passe dans ces frontières, parce qu'avant tout, la frontière, ce sont des humains qui sont autour d'une épaisseur et non pas d'une ligne. Et vous me disiez aussi, on a essayé de rendre à la géographie son caractère spatial dans l'exposition. Il y avait notamment la notion de volume, donner du volume. Oui, la forme de muséographie qu'on pratique, c'est vrai que c'est pas de l'accrochage d'œuvres. On doit inventer, créer en 3 dimensions des supports pour raconter ce qu'on a à dire. Et donc là, le parcours, vous allez voir, il se fait comme si vous parcouriez le monde et vous allez passer d'îlot en îlot. Donc c'est un voyage raccourci avec les élèves, pas besoin d'y passer la journée, de prendre le train, etc. Mais on a travaillé avec un scénographe qui est interne à Universcience, qui est un de nos collègues, Renaud Gian, et il a inventé une spatialité quand nous, on a aussi recherché. À chaque fois, vous allez voir une façon différente d'aborder la frontière. Il y a une très grande variété, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Il y a des films, il y a des jeux, il y a des multimédias, c'est-à-dire notamment ces écrans tactiles où vous allez avoir des activités, découvrir de la cartographie, du cyberespace, des limites maritimes, et des théâtres d'objets, des installations. Et en fait, on a essayé que à chaque fois, ce soit comme une surprise et une façon en 3 dimensions d'aborder les choses propre à chaque frontière. Et d'ailleurs, si on en discute maintenant, c'est aussi parce que la visite se veut libre. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu là faire une visite guidée, parce que l'idée, c'est d'aller justement explorer, naviguer. Il n'y a pas vraiment de début ou de fin, au fond, ou pas tout à fait. Alors, les gens sont toujours libres dans les expos. On a beau inventer des parcours, réfléchir, le public fait ce qu'il veut. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on pense que cette exposition, elle peut se visiter dans un sens privilégié, qu'on espère spontané, mais qui n'a pas tellement d'importance au fond. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Et quand même rappeler que même si vous n'êtes pas parti du tout des programmes scolaires, c'était pas vraiment l'idée, mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'échos, évidemment, avec les programmes scolaires, à GGSP bien sûr, mais pas seulement. Il y a énormément de thèmes qui peuvent être travaillés en allant voir l'exposition avec ses élèves. Oui, on a beaucoup pensé à vous quand on a préparé l'exposition. On espérait vraiment que vous viendriez nombreux et qu'il y ait des choses pour les élèves. Donc on est curieux d'avoir votre avis. Mais toi aussi, Geoffrey, tu as beaucoup réfléchi à ça.
Alors, oui, peut-être que je vais y revenir juste après, je pense, mais oui, parce que moi, j'ai pas travaillé directement sur l'exposition, mais en tout cas, quand j'ai découvert l'exposition en travaillant avec elle, c'était directement présent, cette dimension, oui, c'est sûr. Mais allons-y tout de suite. À partir d'octobre 2026, disons-le, on a une médiation qui va commencer, qui s'appelle Sous les traces des frontières, qui est à la fois jeu de plateau, jeu de rôle, jeu de stratégie, en tout cas qui est destiné aux lycéens. Exactement, c'est ça. Je vous laisse en dire plus. Voilà, faut imaginer que quand on s'est dit qu'on allait proposer une médiation justement pour les lycéens avec cette idée de la spécialité pour les lycées, où ça nous faisait un public particulièrement cible, intéressant, et en fait qu'on arrive rarement à attirer en plus à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Les spécialités histoire-géographie, c'est pas forcément les premiers publics qu'on a habituellement. Donc on avait un gros enjeu à faire dessus et on a prospecté justement sur plusieurs différents types de jeux, de façons de parler justement de cette notion de frontière. On s'était posé la question de est-ce qu'on leur fait jouer avec des frontières à dessiner et leur faire jouer avec des modèles comme une partie de civilisation par exemple, ou de Catan ou de Risk, si vous voulez, sachant que notre objectif c'est quand même que ça se joue en 1 heure. Alors, si vous avez déjà joué à Risk, je pense que vous vous rendez compte de la difficulté de l'enjeu. Mais notre objectif, c'était essentiellement d'arriver à les cibler dedans. Mais justement, c'est bien qu'on aille un petit peu dans le détail, parce que pour comprendre un peu l'idée. On a 4 îlots, c'est maximum 36 élèves, des îlots de 9. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, ils vont bouger d'un îlot à l'autre. Oui, alors voilà, dans les objectifs de ce qu'on voulait faire comprendre dans cette médiation, d'abord, que les frontières sont des créations humaines. Et ça, en fait, on est très raccord avec justement l'approche qu'ont eu Astrid et Maud sur l'exposition, que l'idée de frontières naturelles est un mythe et que c'est avant tout une construction humaine. D'autre part, que les frontières qui sont des choix politiques, stratégiques, le discours sur la géopolitique, le terme de géopolitique justement était assez intéressant là-dessus, et que ces décisions de base stratégiques et politiques ont des conséquences sur la vie réelle des personnes. Donc ça va se construire en 2 phases, ce jeu. Une première phase où ils incarnent... Alors l'objectif, c'est de pouvoir accueillir une classe entière, donc maximum 36 élèves. J'espère que vos classes ne font pas encore plus de 36 élèves. Ça va être beaucoup après, peut-être. Voilà. Divisé sur 4 tables. Chaque table correspond au même jeu, avec un plateau. Sur chaque plateau, au maximum 9 élèves donc, sont répartis en 3 équipes qui incarnent un pays. Première phase, ils doivent décider avec les 2 autres équipes où faire passer les frontières de leur futur pays. Et donc là, les mettre justement dans une phase de discussion et de comprendre que tracer une frontière, ce n'est pas un acte individuel et que forcément, ça va partir sur des enjeux de discussion et de rapport aux autres pays. Une fois que ces frontières sont actées, même si elles ont des désaccords, on fait changer justement les équipes de plateau pour qu'ils se mettent à jouer sur les frontières qu'eux-mêmes n'ont pas dessinées et se confrontent à des frontières qu'ils n'ont pas voulu sur un terrain qu'ils ont déjà découvert. Et à partir de ce moment-là, ils doivent jouer, là on s'inspire plus sur le côté jeu de rôle, jeu de plateau justement, dérouler des histoires de personnages qui vont se faire en 3-4 tours, qui ont un objectif, à chaque fois, traverser la frontière, ou faire traverser la frontière, pour se mettre en situation, justement, de quelqu'un qui vit concrètement la frontière d'un point de vue un peu plus anthropologique, avec l'objectif de dresser un panel des différents scénarios. On parlait d'injustice, justement, du ressenti des élèves sur la justice et l'injustice. Je pense que on l'a bien ressenti quand on a fait nos recherches sur justement différentes façons de traverser des frontières. Par exemple, dans nos personnages, il va y avoir un touriste qui va traverser la frontière sans aucun problème, qui va se confronter ensuite à des difficultés une fois qu'il a changé de pays. À l'inverse, un exilé qui fuit son pays pour sa survie, lui, va sûrement se retrouver avec beaucoup plus de difficultés à traverser la frontière. Il y en a comme ça, effectivement, plusieurs rôles différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les personnages, ce n'est pas des humains, c'est des oiseaux.
Oui, alors ça c'est une idée brillante qui est venue de notre stagiaire, qui est brillante, qui en plus dessine très bien et a proposé rapidement en rejoignant le projet que nos personnages soient anthropomorphisés. Elle a dessiné des personnages avec des têtes d'oiseaux. Pourquoi des oiseaux? Parce que les oiseaux sont des êtres migrateurs et qu'elle les connaît bien en plus, et on peut trouver rapidement des exemples d'espèces d'oiseaux qui vont se retrouver sur des profils de migration un peu différents. Mais l'idée aussi, c'était d'éviter peut-être trop d'émotions sur certaines histoires ou de d'écho avec, parfois, pour certains participants, avec leur propre histoire parfois. Ouais, ça fait partie des sujets aussi qu'on a en tête. Comme vous le disiez, les élèves qu'on va recevoir, pour beaucoup, ont déjà expérimenté les frontières, sûrement même certains de façon beaucoup plus intense que nous. Donc on s'attend justement à ce que ce soit un sujet émotionnel peut-être tendu. Et donc notre objectif, c'est de mettre aussi une distance du jeu par rapport à leur propre vécu pour éviter justement des cas trop directs, trop francs, sachant qu'en plus l'exposition, elle, permet de plonger vraiment longuement et durement sur des cas réels et concrets. Là, notre jeu se place plus à l'intermédiaire, essayer de trouver une petite distance par rapport à ça, tout en les mettant à incarner vraiment, à jouer plus précisément cet acte de décision de « je dois aller traverser la frontière, sachant que mes ressources sont extrêmement limitées et que les dangers sont importants. Quels vont être mes choix? Quelles sont les péripéties qui vont m'arriver sur mon séjour pour essayer de faire cette migration ?» Et c'est donc une médiation, un jeu qu'il vaut mieux jouer avant l'exposition parce que c'est en mode découverte. Et après, si on veut en savoir plus, on va voir l'exposition. Dernière question d'ailleurs sur l'exposition, c'est important de le dire. Elle est résolument contemporaine, comme vous me l'aviez dit. Il y a peu de profondeur historique et c'est volontaire. Oui, je dirais que le seul dispositif où on montre l'histoire pour comprendre le présent, c'est un dispositif qu'on a appelé la valse des frontières, qu'on a d'ailleurs fait avec Michel et avec Philippe Rekasiewicz. Et donc là, on montre comment les frontières entre 1815 et 2026, en cette date, ont totalement évolué et comment s'est construite l'Europe. Sinon, on reste dans une géographie qui est contemporaine, avec des chercheurs qui nous apportent les travaux qu'ils ont fait quasiment la veille. C'est le cas pour Valérie Gelezo, qui était en Corée du Sud et qui a arpenté la frontière à pied avec son petit sac à dos, son appareil photo, un enregistreur, et qui nous a donné tous ces sons, toutes ces images. Et nous, on les a transformés, muséographiés pour donner de la compréhension, une mise en récit de ce qui se passe à la frontière entre les deux Corées. Et pas de frontières en guerre ouverte. Ça, c'était aussi un souhait de votre part. Ben oui, parce que ce que vous savez ou que vous ne savez peut-être pas, c'est que une exposition se prépare dans la durée. Donc, on a mis 2 ans à la faire. Elle va ensuite être exposée ici pendant 2 ans et s'inscrire dans cette durée-là avec des cas qui sont amenés à changer au gré de l'actualité très rapidement. C'était difficile. Et puis, on voulait aussi avoir du recul pour pouvoir parler de ces sujets. Donc, voilà. Mais on a choisi quand même des frontières très éclairantes pour l'actualité. Merci beaucoup. On n'a plus qu'à aller la découvrir. Alors, on va remercier tous nos intervenants. Merci beaucoup pour ces échanges très riches. Merci à eux. Et peut-être qu'on peut juste projeter la dernière slide qui était celle des ressources. Et Claire, je crois que tu avais peut-être quelque chose à ajouter. Juste, je vous retrouve. Ça marche pas. À la sortie de l'auditorium, il n'y a pas de micro. Tiens. Oui, je vous retrouve à la sortie de l'auditorium pour vous accompagner, puisqu'on a un billet de groupe et vous montez sur l'exposition. Donc voilà, on se retrouve juste à la sortie. Merci. Et puis, non, autre chose, c'est de la même façon qu'il y aura une médiation scolaire, on est en train de préparer des accompagnements pour les élèves. Alors, il y en a déjà un questionnaire pour les collégiens, un accompagnement de visite de l'exposition, et il y en aura un à la rentrée pour les lycéens, pour que vous puissiez visiter l'exposition avec ce support de visite pour vos élèves. Voilà, à tout de suite.
Merci. Bonne visite. Merci.